Bonjour David Bavrez. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous attrape entre deux avions. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, vous voyagez beaucoup. Plaisir. Et vous êtes très occupé. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir au cœur de l'été sur le plateau de BFM Business. Je rappelle que vous êtes investisseur, David, installé à Hong Kong depuis 2011 maintenant. Hein. Vous êtes au pouvoir depuis plus longtemps que Xi Jinping. Hein. Je ne suis pas au pouvoir. Il est arrivé après vous. Vous êtes auteur de Chine-Europe, le grand tournant aux éditions du Passeur. Ce que vous retenez, vous, du sommet de Pékin, on va revenir un petit peu là-dessus avec vous, David Bavrez, c'est que l'Europe n'a pas compris en réalité l'état d'esprit de la Chine. Pourquoi ? C'est-à-dire que pour les Chinois, l'Europe n'existe pas. C'est ça le vrai message. Ce sommet qui remonte à pour les Chinois ? Une dizaine de jours, il devait durer 2 jours. On devait parler d'économie le second jour. Donc les Chinois ont dit on ne veut pas en parler, on ne parle pas. Et on a acté d'un déficit de 300 à 400 milliards de dollars par an de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Et on a signé un accord climatique qui ne fait qu'acter une dépendance totale de l'Europe à la Chine sur le plan technologique pour la transition environnementale. Donc pour les Chinois, ce n'est que du gagnant-gagnant. Mais il y a quoi s'il n'y a pas l'Europe ? Qu'est-ce qu'ils voient les Chinois dans le monde s'ils ne voient pas les Européens ? Ce qu'ils font depuis maintenant, depuis la crise de 2008, c'est qu'ils divisent, c'est l'art de la guerre, ils divisent l'Europe en s'attaquant aux maillons faibles qui aujourd'hui sont la Hongrie et l'Espagne et qui permettent de pénétrer commercialement l'ensemble de la zone sans faire aucune concession sur les conditions pour nos sociétés à l'entrée au marché chinois. Un peu comme les négociations entre Washington et Bruxelles où il y a 15% d'un côté, il n'y a pas de contrepartie ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a poussé des hurlements en disant c'est une humiliation pour Madame von der Leyen devant Monsieur Trump, mais en réalité, il me semble que l'humiliation, elle est beaucoup plus importante vis-à-vis de Pékin, parce que l'accord américain, on va pouvoir le renégocier. On va se rendre compte que 80% de ces tarifs, ils sont payés par, si vous en croyez Goldman Sachs, par le consommateur et les entreprises américaines. Le 7 août, avant après-demain ? Non, mais on va s'assurer que ce sont les Américains qui payent pour ces tarifs. La Chine, c'est très différent. La Chine, ce qu'on a, c'est ce que j'appelle un second choc chinois qui arrive. Donc le premier choc chinois, ça a été en 2001 quand la Chine est rentrée dans l'OMC. Et la Chine a fait ce qu'on ne voulait plus faire. Mais aujourd'hui, la Chine fait ce qu'on souhaite faire. Et ce second choc, il est orienté autour de 3 axes. L'innovation, parce que la Chine innove de plus en plus. Donc on parle ici de voitures électriques, mais à Hong Kong, on ne parle plus de voitures électriques, on parle que de voitures connectées et autonomes. On a déjà marié hardware et software, qui est la manière de digitaliser les industries du XXe siècle et les digitaliser au XXIe. Prenez la grande surprise des 12 derniers mois, c'est la pharmacie et les biotech. Les Chinois trouvent maintenant 30% des nouvelles molécules. C'est-à-dire qu'ils sont en avance sur les États-Unis. Donc le premier point, c'est l'innovation. Le second, sur les surcapacités industrielles. Parenthèse là-dessus, ça vous fait un choc, vous aussi, qui vivez là-bas, entre Hong Kong, Pékin, Shanghai, quand vous revenez en France ? Alors, ça ne me fait pas un choc de voir le sang chinois privé le plus entrepreneurial au monde nous surprendre en innovation. Ce qui me surprend pas non plus, c'est que ces gains de productivité, ils sont réinvestis dans des surcapacités industrielles. Donc ça c'est le gouvernement qui dit, vous devez réinvestir les gains, non pas pour générer des dividendes, mais pour créer des surcapacités qui vont nous permettre de lancer une guerre des prix vis-à-vis du reste du monde et rendre le reste de la planète dépendante des exportations chinoises. Et c'est pour ça que ce second choc, il est très dangereux. Et si vous rajoutez un petit zeste de guerre monétaire avec des États-Unis qui disent la seule manière de relancer la croissance américaine, c'est une dévaluation du dollar, que la Chine refuse la réévaluation de sa monnaie, on va avoir un euro qui va être totalement surévalué. Si je résume ce que vous dites, David Bavrez, l'Europe, l'Union européenne, c'est le marchepied de la Chine. C'est surtout qu'on n'existe pas. Et que donc il faut qu'on décide, soit on se ressaisit. Et c'est tout l'enjeu du chancelier allemand aujourd'hui, c'est que dans ce monde qui est surendetté, il n'y a qu'une grande puissance qui est sous-endettée, c'est l'Allemagne, qui a 1000 milliards d'euros sous le pied et qui, en fonction de la manière dont il va hésiter, va permettre ou non de remettre l'Europe sur l'échiquier mondial. Ça tient à ça, la réussite de l'Union européenne face aux géants chinois ? Malheureusement, quand vous êtes très endetté, vous perdez votre souveraineté. Et que les seuls qui ont encore une souveraineté potentielle en Europe, c'est l'Allemagne. Ils l'ont perdu avec le gaz russe, avec la défense américaine et avec les exportations chinoises. Et je pense que le chancelier Merz a un agenda de 5 ans pour rendre à l'Allemagne sa souveraineté. Ce que nous, naturellement, nous n'aurons pas en France. Et en même temps, vous disiez, David Bavrez, la Chine a tendance à diviser les Européens pour mieux régner. C'est vrai que ça reste difficile.
d'unir et d'unifier quand on est 27. Et on l'a vu, je reparle à nouveau de la guerre commerciale avec Donald Trump. Mais c'est difficile d'incarner l'Europe quand on représente 27 Et pourquoi on n'arrive pas à diviser la Chine quand la croissance chinoise aujourd'hui, si vous écoutez les meilleurs macroéconomistes, la croissance chinoise est seulement de 1 à 2%. C'est une croissance européenne, maintenant, la croissance de la Chine. Donc il ne faut pas croire que la Chine est totalement unie derrière Xi Jinping. Il y a naturellement tout un secteur économique privé qui n'est pas du tout d'accord avec la politique qui est poursuivie. Vous me faites une super transition, David Bavrez. Je voulais aussi qu'on parle de ça. Vous avez sûrement vu que certains sinologues depuis quelques semaines, souligne que Xi Jinping, depuis quelques mois, effectivement, est en retrait sur la scène politique, alors que ce soit intérieure ou internationale. On l'a vu au sommet des BRICS, où il était, son absence a été remarquée. On remarque aussi que le PCC, qui s'est réuni fin juin pour mettre en place de nouvelles réglementations pour régir ces organes décisionnels. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Ça fait quand même 3 ans qu'on est en déflation de l'indice des prix à la production. Donc la dernière fois, il faut remonter à Mao Tse-tung pour avoir une telle performance. Donc naturellement, il y a, et vous avez raison de le dire, de plus en plus de rumeurs qui sont montées depuis le mois de juin. Mais ce qu'on a tendance à m'en oublier, c'est que vous pouvez en Chine avoir économiquement tort très longtemps, tant que vous avez politiquement raison. Il est arrivé l'inverse au père de Xi Jinping, il est allé en prison pendant 15 ans. Donc le président Xi a bien ça en tête. Et aujourd'hui, ce ralentissement économique dont le coût est supporté entièrement par la population, c'est quoi qu'il vous en coûte, donc c'est très différent de chez nous, ce coût qui est économiquement important, en fait, est contrebalancé par ce mot magique, humiliation, où Xi dit à sa population, le 19e siècle, c'est la Chine qui est humiliée par l'Occident, le 21e siècle, c'est le siècle où la Chine va humilier l'Occident. Et en même temps, le président chinois, en réalité, il a toutes les cartes politiques en main jusqu'à maintenant, donc pas question qu'il parte tout de suite, il contrôle absolument tout. Non, alors ce qui est en discussion, c'est le standing committee, donc le comité permanent, les 7 personnes qui dirigent la Chine, où à la fin du mois de juin, il y a un communiqué qui appelle à une décision plus collégiale, ce qui était historiquement la Chine depuis Mao, plutôt qu'une seule personne qui dirige. Donc peut-être un changement de paradigme qui ne veut pas dire pour autant changement de président. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, David Bavrez, d'être venu nous voir ce matin, investisseur installé à Hong Kong, auteur de Chine-Europe, le grand tournant.